Salut à tous les rêveurs et les créateurs. Vous n'avez pas abandonné l'art. On vous a juste appris à le mettre sur pause. Ce podcast est là pour vous aider à désobéir et à appuyer sur play. Bienvenue dans les clés de la créativité. Un espace pour celles et ceux qui pensent que créer, c'est s'exprimer, respirer, exister. Un vendredi sur deux, vous entendrez la voix d'un artiste, d'une créatrice ou d'un agitateur culturel. On parle d'inspiration, de doute, de parcours, de tout ce qui rend la création vivante et essentielle. Envie de nous suivre aussi entre les épisodes ? Direction Instagram, TikTok ou LinkedIn, les clés de la créativité tout simplement. Ici, on ne vous demande pas d'être parfait, juste d'être vous-même. L'épisode commence. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Wendy Baquet. Wendy est l'auteur de 4 romans au moment où j'enregistre cet épisode. 2 auto-édités et 2 édités de façon traditionnelle. Les thèmes sont assez lourds, mais la personne est assez joviale. Je vous laisse la découvrir. Bonne écoute. Wendy, bonjour, je suis ravi de te rencontrer. Bienvenue dans les clés de la créativité. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir, c'est super. J'en suis ravi et je vais te demander, comme à chaque fois, de nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à écrire. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis auteur publié depuis 2019, mais j'écris depuis bien plus longtemps. Depuis que je sais tenir un stylo, ça a toujours été un petit peu mon dada. Mais oui, actuellement, j'ai 4 romans qui sont publiés, donc 2 romans de romance, donc des histoires d'amour. Chez Plume de Mimi Édition, qui est une petite maison d'édition indépendante fort sympathique, en qui j'ai une totale confiance et on s'éclate dans cette expérience. Et j'ai aussi auto-édité 2 romans, des fictions un peu plus réalistes, axées sur les émotions, sur des thématiques que les maisons d'édition n'aiment pas en général, mais voilà, qui me tenaient à cœur d'auto-éditer et voilà, donc c'est plus des fictions, des romans où je raconte des histoires. Il y a 2 mois dedans, bah oui, évidemment. et je m'éclate dans ce job. Et aujourd'hui, je suis aussi... écrire des romans, ça m'a permis de côtoyer des auteurs qui m'ont fait comprendre leurs besoins de création de sites internet. Et je me suis reconvertie là-dedans et aujourd'hui, je suis freelance. En création de sites internet pour les auteurs de livres et je m'éclate dans ma vie en alliant ces 2 activités. Alors, ça, c'est pas ton parcours, ça, c'est ton actualité. Mais qu'est-ce qui t'a amené À écrire. à vouloir écrire ? Alors, c'était déjà l'envie de dire quelque chose, de transmettre un message et simplement de pouvoir parler de quelque chose qui me tenait à cœur, puisque j'ai grandi dans un milieu où exprimer ses émotions, exprimer ce qu'on était nous-mêmes, parler de soi, c'était pas super valorisé, super mis en valeur, quoi. Hein. Donc il fallait bien que ça sorte d'une certaine manière, et l'écriture, c'était quelque chose où on m'a dit que j'étais pas trop mauvaise dedans. Donc pourquoi pas, hein. Et puis ça a marché, et je me suis éclatée dedans pour en arriver là. Bon, ok. Donc, il y a un besoin de t'exprimer qui était déjà... donc, en fait, il y avait une espèce de frustration de départ de ne pas pouvoir t'exprimer. C'est ça. Parce que 4 romans, dont 2 auto-édités, ça fait beaucoup pour... depuis 2019-2024, ça fait quasiment un roman tous les 2 ans. Ouais, à peu près. Après, c'était des romans pour les 2 premiers qui sont parus que j'avais déjà travaillé depuis longtemps. Donc, ok, ils ont été publiés en 2019-2020, mais c'était pas des... Je l'ai pas écrit en un an. C'était des choses beaucoup plus qui dataient et que j'ai retravaillé pour remettre au goût du jour, pour rafraîchir un petit peu ma plume. Mais voilà, c'est... Donc c'est des projets sur lesquels tu travaillais en amont, que tu as fini par éditer en 2019. Exactement. Puis de 2019 à 2024, donc il y a eu 2 romans auto-édités. Alors, chronologiquement, non. Alors, on va refaire un petit point. Ok.
Oui, on va faire un petit point, voilà. Donc en 2019 est paru le premier que j'ai auto-édité, qui s'appelle Les Vents de l'existence, qui parle notamment de la fin de vie et l'acceptation de soi à travers le destin d'un personnage dont on suit l'évolution. Et après, j'ai connu Émilie de Plume de Mimi Édition, qui a édité ma romance, ce qu'on appelle du young adult, donc pour les jeunes adultes, fin d'adolescence, ou simplement les gens qui aiment lire ce genre, qui est Inoubliable Symphonie, sur une romance au sein de la musique classique. Et j'ai enchaîné l'année d'après, donc en 2021, avec Les Dangers de la Lumière, où là on est plus dans le punk, le rock des années 80 en France, où on suit la tournée d'un chanteur, entre autres. Et le dernier est paru en 2022 en auto-édition, où là c'est La Fleur de l'âge, où je m'inspire de mon expérience de psychologue à l'hôpital, pour parler donc de Benjamin qui intervient au sein d'une unité de soins palliatifs, et on va voir un petit peu ses aventures et ses histoires avec les personnes qu'il rencontre. D'accord. Alors, il y a beaucoup, je sens dans ce que tu décris, donc ce besoin de s'exprimer, mais c'est aussi beaucoup de questions autour de la vie et de comment est-ce que on vit. Les sujets sont assez lourds. La romance, c'est probablement un peu plus léger, mais les deux dont tu viens de me parler, les soins palliatifs et la partie des dangers de la lumière avec le rock'n'roll, ça a l'air, enfin, et du punk, ça a l'air assez lourd. Donc, qu'est-ce qui, dans ce mélange des genres, fait ta voix unique ? Justement, ces sujets assez lourds, parce que la fin de vie, les soins palliatifs, la maladie, la santé mentale, dans Les Dangers de la Lumière, qui est un des sujets phares, c'est ce qui fait ma patte et qu'on retrouve pas, ce que mes lecteurs retrouvent pas chez les autres, et une manière de l'aborder à la fois avec une certaine légèreté pour pas tomber dans le pathos, pas faire dans la morale, ni être dans les genres comme Michel Houellebecq qui te plombe un petit peu le moral, mais que j'adore quoi. Mais voilà, dans ce genre-là, c'est ce que je veux pas faire. Et c'est aussi porté par les personnages. C'est eux qui font que ces sujets, avec leur vécu, avec ce que je leur fais vivre, c'est eux qui vont porter ces sujets et en parler chacun à leur manière, puisqu'il y a à chaque fois plusieurs points de vue qui sont mis en lumière. Alors, justement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup avec les auteurs, c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, c'est cette idée que le personnage lui-même dirige sa propre histoire, alors qu'en principe, il vient de ta tête à toi. Mais malheureusement, je l'ai entendu plusieurs fois, malheureusement, en fait, il semblerait que le personnage ait quasiment une vie propre parce qu'il a sa façon de réagir que tu dois gérer et pas l'inverse. Exactement. Au début, certes, il y a des idées de personnages. Je veux que Gabriel, il soit comme ci, comme ci, comme ça. Je décide que son passé, c'est ça, et que son futur, c'est ça, qu'il a telle qualité, tel défaut, quel âge, quelle couleur de cheveux. Mais après, c'est comme une personne que tu rencontres dans la rue. Tu vois sa façade, tu échanges quelques mots avec lui, puis il va se complexifier, et c'est comme une rencontre en fait au fil de l'écriture avec une nouvelle personne qui va se dévoiler peu à peu à toi, ou pas. Il y a des fois il y a des personnages que j'avais l'idée ça va être trop bien et tout, celui-là je vais lui faire vivre ça, et puis ça matche pas en fait. Personnage, il devient la plante verte, et en général quand c'est la plante verte, c'est pas intéressant quoi. Oui, il peut faire un personnage secondaire vu au fond du fossé du coin de la fenêtre et en général on les enlève ceux-là parce qu'ils servent à rien, ça sert à rien de faire du remplissage pour rien, et c'est comme dans toutes les relations interpersonnelles, il y a des gens avec qui ça match et d'autres qui ça match pas, et puis c'est pas grave. Il y a vraisemblablement des influences littéraires et artistiques assez lourdes, puisqu'on n'écrit pas des choses comme ça sans un vécu important. Et du coup, j'aimerais que tu me parles de tes influences. De quelle manière tu les vis et d'où elles viennent ? Vaste question. Alors déjà, il y a, je pense comme tout auteur, à moins que... alors sinon, il faut m'expliquer comment, mais il y a une part de moi, de mon vécu, qui est là-dedans. Les concerts que j'ai vécus dans Les Dangers de la Lumière et dans Inoubliable Symphonie,
ces rencontres que j'ai eues avec le milieu musical, mes goûts musicaux aussi pour le punk rock, les années 80 et d'autres groupes et d'autres chanteurs qui m'ont inspiré. La musique en général, elle est dans chacun de mes romans, peut-être un peu plus dans les romances qui ont comme thème principal la musique. Mais il y a aussi, elle est aussi présente dans les deux autres de manière intrinsèque. Il y a toujours un personnage qui écoute de la musique ou qui joue d'un instrument. Hein. C'est pas, c'est pas anodin. Il y a aussi le vécu, mon expérience personnelle. Je parlais tout à l'heure dans la fleur de l'âge de mon expérience de psychologue en unité de soins palliatifs. Ça aussi, je me suis inspirée de mes patients, de mes collègues soignants. C'est aussi un moyen de leur rendre un certain hommage. D'en parler, de montrer ce qu'ils font au quotidien, un quotidien qui est pas toujours très bien connu, voire méconnu. Et c'est aussi mon envie de parler des autres, d'être dans un espèce d'altruisme qui fait partie de mes valeurs et de parler de l'humain quel qu'il soit. Après, il y a aussi les influences des auteurs, mes auteurs préférés. Oui, je suis une grande lectrice et également chroniqueuse littéraire. Donc, évidemment, même si je me revendique pas d'un courant littéraire ou quoi que ce soit, ça influence... comme Virginie Despentes et son langage punk et un peu trash. Voilà, moi, c'est mon autrice préférée. Je parlais tout à l'heure de Michel Houellebecq. Oui, j'adore ses livres, mais c'est plus dans... Ouais, voilà, je veux pas faire ça, quoi. Parce que... Alors, il y a effectivement des influences qui font partie de la partie « j'en veux pas ». Et il y a des influences qui font partie de j'aimerais bien être comme ça. Mais je veux pas être totalement comme eux, sinon ça sert à rien. Voilà, de faire pareil. Alors oui, tomber dans le pastiche de Virginie Despentes ou Houellebecq ne serait pas spécialement intéressant. Encore que le pastiche soit un exercice sympa, mais à titre privé. Voilà, on se dit je vais faire ça et comme ça on cherche la patte. Mais effectivement, j'entends bien que Virginie Despentes ou Houellebecq peuvent être l'un une influence lourde dans le bon sens et l'autre dans un sens où oui alors oui mais non. Voilà. Après il y a d'autres auteurs dans un style totalement différent où j'adore Lorraine Fouché et Agnès Ledig qui sont deux autrices dans le courant, ce qu'on appelle feel good, même si c'est un peu connoté nian maintenant, mais je connais pas, donc ça je pourrais pas en parler. Et c'est autant j'ai lu Virginie Despentes ou Houellebecq, il me semble que j'en ai lu un. Autant là, je connais pas. Ouais, moi je trouve que c'est des autrices qui expriment beaucoup les émotions et qui arrivent à me faire avoir la gorge nouée et les larmes aux yeux, à la fois de joie et de tristesse. Et c'est ça qui m'inspire beaucoup et que j'aimerais aussi susciter auprès de mes lecteurs. Ok, donc ça me plaît bien. À quel moment est-ce que tu as senti que l'écriture c'était vraiment pour toi ? À partir de quel moment tu as senti le clic entre... parce que tu as eu un job à côté et pas mal d'auteurs doivent vivre avant d'écrire et écrire pour vivre, c'est pas simple. Donc à quel moment tu as senti que là ça y est, il y a le déclic, je dois y aller ? Alors j'ai une petite anecdote à ce sujet. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est l'appréciation de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui compte énormément pour moi, qui est Jean-Louis Aubert. Je ne sais pas si tu connais, je pense que oui, hein. Voilà. Si, très bien, ok. C'est un mec qui joue de la guitare avec un groupe qui porte un nom de... Voilà. Un nom d'un appareil qui sert à téléphoner. C'est quelqu'un qui est dans mes influences. Il se retrouve dans chacun de mes livres. J'ai un petit mot pour lui d'ailleurs dans chacun de mes livres, hein, c'est pas pour rien. qui m'accompagne musicalement depuis très longtemps. Et une fois, il s'est passé que je lui ai écrit un petit truc. Hein, voilà. Et j'ai eu ce retour positif de lui où on a commencé brièvement à parler de lecture, d'écriture, et qui m'a encouragée. Et la voix, la vie de quelqu'un comme ça, qui avec autant de positivité, d'encouragement face à
à côté des gens qui me disaient ouais mais arrête avec tes tartines de texte, écrire des histoires c'est pour les gamins, c'est bon, trouve-toi un vrai job, ça sert à rien, c'est nul de toute façon, écrire c'est bon juste pour les rédactions à l'école, ça t'aidera pas dans la vie, tu veux pas écrire des choses plus intelligentes que des histoires. Et à côté il y a Jean-Louis Aubert qui arrive avec ses félicitations, ses encouragements, et puis là je me dis ouais, ok, ce mec-là quand même... C'est un gros majeur tendu à tous ceux qui ont dit tu fais de la merde. C'est ça, et ça m'a donné la force d'écrire aussi, et de comprendre que c'était important pour moi, quoi, que c'était... Ça me faisait du bien, et que oui, bah, je m'y suis mise, et voilà, l'année d'après, il y avait les vents de l'existence qui sortaient. Voilà. Oui, eh ben on sent la revanche, mais en vrai, c'est un truc qui est très dur pour les artistes et pour les auteurs qui pour moi font partie des artistes. C'est tout ce dénigrement autour de oui, mais il y en a qui l'ont fait avant, oui, mais pourquoi toi, oui, mais trouve un vrai boulot, fais ça comme un hobby, parce qu'on l'entend tout le temps et c'est vrai en soi. En vivre, c'est pas simple. D'ailleurs, j'en vis pas. Il faut avoir... Voilà, c'est un hobby, on va dire que je professionnalise, mais je n'en vis pas actuellement. Voilà, il faut dire ce que c'est, mais... Disons que t'as pas encore assez vendu pour en vivre, ou c'est clairement que ça n'arrivera jamais parce que c'est trop obscur comme publication ou Non, alors avec moi il y a un truc, c'est de ne jamais dire jamais. J'ai toujours l'ambition et le temps. Voilà, pour moi c'est quelque chose qui se fait avec le temps. J'ai commencé avec 3 lecteurs, avec les vents de l'existence, mais j'en ai accumulé pas mal aujourd'hui. Donc peut-être que demain il se passera un truc et que la sauce elle va prendre et elle va prendre de plus en plus. Je me ferme aucune porte. Mais voilà, autant dire ce qu'il est, je n'en vis pas aujourd'hui parce que peut-être que j'ai un boulot à côté. Je mets pas toute mon énergie dans le même panier. Mais voilà, il faut que ça reste là dans mon quotidien, c'est quelque chose d'important. C'est pas simple cette bascule. C'est pour ça que je posais la question. C'est que, ok, même avec des livres auto-édités, même avec une maison d'édition qui te suit, c'est pas évident du tout d'aller chercher de quoi vivre. Et en fait, toute l'énergie que tu devrais pouvoir y consacrer pour en vivre, bah, t'es obligé de la mettre ailleurs. Et en tout cas une partie, et du coup c'est pas simple. Alors on va revenir sur la partie un peu plus créative, qui est celle qui me passionne le plus, même si ce que j'entends là j'adore, hein, t'inquiète pas. C'est autour de justement de ces personnages et de la manière dont tu vas les faire vivre, parce qu'il y a une vraie méthode, une vraie technique dont j'aimerais que tu nous parles. Comment tu donnes vie à tes personnages, par exemple, dans Les Dangers de la Lumière? Alors, c'est pas simple. C'est un exercice long qui prend du temps. On pense souvent, et j'ai eu le retour, que ouais, ok, j'ai l'idée de... je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, Gabriel, qui a les cheveux longs, qui est blond, qui chante du punk, et voilà, et je vais mettre un peu ce personnage marionnette et lui écrire des mots dessus, mais non, en fait, c'est pas ça, c'est un personnage que je pense des années en amont, qui a plusieurs influences, et paf, d'un seul coup, ouais, j'ai l'idée d'un personnage qui va s'appeler comme ça, qui va avoir ce physique, mais il y a tout le background derrière qui va faire que j'ai envie de lui donner vie et qu'il a quelque chose lui aussi à raconter. Ok, j'entends. Maintenant, tu as des méthodes ou c'est juste... parce que il y a des fois, on retrouve des schémas dans la manière dont les personnages s'articulent, dont leurs pensées s'orientent. Souvent, c'est l'auteur qui les génère de manière inconsciente, mais parfois, c'est des éléments qui sont conscientisés. Avec quand je veux faire un personnage de telle manière, je réfléchis de telle sorte. Est-ce que ça fonctionne comme ça pour toi ou complètement différemment? Pas pour les personnages principaux, qui eux vraiment sont sous les feux de la rampe et ont quelque chose à dire, et sont des personnages qui sont beaucoup plus construits et pensés en amont. Ce que tu me dis là, ça me fait plus penser aux personnages secondaires qui sont là pour une raison, ils ont leur but, ils interviennent, et puis pof, à la limite, ils repartiraient, ça serait ça serait pareil. Ils ont un but précis.
Donc ton personnage principal, en fait, il n'y a pas de mécanique de création. Il y a des influences générales, une envie générale, et après tu peins un peu comme ça vient, en fait. Exactement. C'est un peu comme le chanteur au milieu de son groupe, qui lui va faire vivre pendant un concert. C'est lui sur lequel va s'articuler tout le show, et les autres ils vont embellir un petit peu tout ça. Mais c'est lui qui va mener la danse, en fait. Donc j'ai bien compris que tu utilises aussi des éléments de ta vie personnelle pour aller enrichir les expériences des différents personnages que tu vas mettre en scène. Est-ce que tu peux donner une anecdote ou un élément particulier sur un des romans qui correspond à ça, sans rentrer dans des trucs trop perso non plus? Ouais. Alors, quelle anecdote choisir? Parce que chaque roman a son anecdote. Alors allons-y pour 4 anecdotes. J'ai déjà parlé des dangers de la lumière. J'ai moins parlé d'Inoubliable Symphonie qui... pour mettre un petit peu le contexte, c'est l'histoire de June, qui est collégienne en année de 3e et qui adore le violon, qui fait du violon à un niveau assez élevé, qui est encouragé par ses parents dans un milieu assez bourgeois. Et du jour au lendemain, il va y avoir un nouveau prof de musique à l'école, un prof de musique remplaçant qu'elle a un petit peu par défaut parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. Et lui, c'est un musicien, guitariste de rock. Et il va y avoir cette confrontation entre leurs deux milieux. Mais l'anecdote, c'est que le roman, il s'inspire d'un fait divers qui a réellement existé quand moi-même j'étais au collège et qui m'avait marqué à l'époque. C'était l'histoire donc d'un professeur de maths, je crois, qui avait été accusé d'attouchement et de viol, concrètement, sur une élève de 3e, donc de l'âge de June. Et on en avait beaucoup parlé, c'était dans le sud de la France. Et en fait, au fil du temps, il s'était rendu compte que tout ça avait été inventé par la famille simplement sur un geste, une interprétation, un mot de ce professeur envers cet élève. Où il avait finalement été acquitté, mais il avait été complètement détruit par toute cette histoire, et je crois qu'il s'était même suicidé à la fin, ou bref, il avait mal fini, quoi, et ça se comprend. Mais voilà, et je m'étais mis à imaginer cette histoire-là, comment la retranscrire dans un roman, parce que je trouvais ça injuste sur un mot, un geste, une interprétation de gens qu'il aimait pas. Comment toute l'histoire avait pris de l'ampleur, rajouté avec les on-dit, la pression sociale, les préjugés sur tout ce que peut avoir une relation entre deux personnes. Voilà, point. Alors là, c'est pas deux personnes. Dans ce cas-là, tu as une personne qui a potentiellement de l'autorité sur l'autre, et la jeune fille qui peut avoir de l'admiration, qui se fait manipuler. Et sincèrement, c'est toujours délicat parce que ne pas écouter une fille qui te dit, une jeune fille qui te dit ça s'est mal passé à l'école, il y a eu des attouchements où il y a eu viol, c'est difficile de pas l'écouter, mais d'un autre côté, s'il n'y a rien eu et que c'est écouté comme si c'était la vérité, c'est complexe. C'est là tout l'enjeu du roman. Oui, je voulais pas trop raconter non plus, et je m'étais mis à cogiter là-dessus, et il y a les deux points de vue, il y a le point de vue aussi de la police, il y a le point de vue des autres intervenants extérieurs. Ça a fait tout un espèce de microcosme autour de cette affaire que j'ai retranscrite dans ce roman. D'accord. Donc effectivement, tu vas utiliser des épisodes qui ont traversé ta vie, soit en lecture, soit en vie personnelle, pour aller derrière développer des intrigues. Alors, comment est-ce que tu fais pour que tes personnages deviennent attachants sans tomber dans des clichés? Parce que le gros danger des personnages, c'est... Alors, on voit le mec... Tu me parles d'un grand blond qui chante du rock, tout de suite j'imagine un perfecto, il va boire de la bière. Tu vois, les clichés sont rapides. Qu'est-ce qu'un cliché? Et peut-on éviter les clichés? C'est ça. Ouais, je vais pas construire un personnage cliché. Il y aura toujours, Gabriel, non, il n'a pas de perfecto, il a un boa à plumes.
qui aura une certaine importance d'ailleurs, et pourquoi un boa à plumes, on le découvrira. Il y a toujours, au-delà des caractéristiques physiques, oui, on peut dire qu'il boit de la bière, qu'il est grossier, et je sais pas moi... Un peu asocial et violent. Voilà, par exemple. Et peut-être que non. Justement, moi, la plupart de mes personnages, ou ceux qui sont amenés à faire réfléchir les lecteurs, il y aura toujours ce petit moment où on se rend compte, ah non, c'est pas un cliché. Parce que, il y a aussi, toi et moi, on est des clichés. On est chacun le cliché de quelque chose. On a chacun un aspect cliché de quelque chose. Moi, je suis le cliché de la développeuse web, derrière son écran toute la journée, avec des Pokémon derrière, quoi. Par exemple. Et moi, le cousin grassouillet de Monsieur Propre. Par exemple. Mais je pense qu'on a autre chose à apporter aussi que nos propres clichés. Je pense qu'on peut pas éviter le cliché. Ou alors, sinon on serait pas à parler, hein. Mais ça fait partie aussi des choses que les gens ils attendent, parce que si c'est pour se retrouver avec quelqu'un dans lequel ils peuvent pas s'identifier, ou ils peuvent, mais je parlerai même pas de s'identifier soi-même, mais de reconnaître quelque chose d'humain dedans, on passe un peu à côté de quelque chose. Et voilà. J'entends bien, et effectivement, cette partie-là elle est difficile à déconnecter en fait. Ça fait partie de l'ensemble de la création de personnages, et même des fois c'est sympa de partir de l'archétype, de le déconstruire et de sortir un bout d'âme et de dire là ça c'est mon gars. Et gars, désolé, hein, je le mets au masculin, ne nous emportons pas. Il y a des thèmes assez forts dans les livres que tu écris. Une quête de soi qu'on reconnaît dans ce que tu dis là, une volonté de sortir de pression sociale. Ça revient souvent. Est-ce que y a une raison particulière et ça correspond à ce que tu m'as dit au début ou Je rajouterais même la quête de sens dans tout ce que tu as dit. Ouais. Parce que en fait, c'est une lectrice qui m'a fait remarquer ça, qui avait déjà lu les 3 premiers, qui m'a dit c'est des thématiques qui reviennent à chaque fois, et je me suis posé la question de pourquoi. On va pas chercher bien loin, hein, parce que c'est ce que je recherche tous les jours. Ça fait éminemment partie de moi, c'est mes combats au quotidien, que je le veuille ou non, quoi. Ça fait partie de mes valeurs. Je pourrais pas écrire sur quelque chose qui fait pas partie de moi, je pense. Ou alors que ça soit vraiment un exercice de style, juste pour faire exprès. Alors, ça fait partie de méthodes et de routines, effectivement, dont on parlera tout à l'heure, mais ces exercices de style peuvent être intéressants. Après, tout le monde n'en a pas le besoin ou l'envie, mais c'est un sujet sur lequel on reviendra un peu tout à l'heure. Il y a aussi un thème autour de la famille et de l'identité. Et donc... j'aimerais comprendre, parce qu'entre la quête de sens, la famille et l'identité, peut-être ça va rentrer dans des questions un peu perso, mais autour de la zone créative, toi tu vas chercher ça profond ou les sujets émergent tout de suite? C'est une très bonne question, et je dirais que c'est les deux, hein, parce que j'aime pas prendre parti. Oui, c'est profond, parce que, encore une fois, c'est de l'expérience vécue, et je pourrais pas raconter quelque chose que j'ai pas vécu un minimum. Ça fait partie de mes interrogations au quotidien, de mon travail psychologique, de mon expérience personnelle, mais aussi de ce que me montre le monde et de ce qui peut être les envies, les besoins, les questionnements des autres. Voilà. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Dis-moi un peu plus, parce que tu me parles de quête psychologique et tu t'arrêtes là à plat. Non, il faut m'en dire un peu plus. Ce que le monde te raconte. Donc, est-ce que tu as des gens qui te parlent et tu le mets dans tes romans? Ça peut. Il y a des choses qui s'inspirent de mon entourage, de ce qu'ils ont vécu, de tout aussi fort de ce que moi je peux avoir vécu. Il y a la manière de mélanger tout ça. Dans mes romans, il y a toujours, c'est peut-être un cliché d'ailleurs, un duo phare, que ce soit dans Les Dangers de la Lumière où c'est Alice et Gabriel,
Benjamin et Marcel dans La Fleur de l'âge. Après, je parle d'un duo, mais pas forcément d'un couple, quoi. Mais Non, mais un duo, c'est un duo. Il y a des duos comiques qui sont deux hommes ou deux femmes. Voilà, après, on va me dire que la collégienne et le prof, ils sont en couple, et que la mamie et le bonhomme, ils sont en couple aussi, non. Voilà. Ça pourrait arriver, ça s'est vu, mais voilà. Si c'est pas dans le livre, ça y est pas. Où j'en étais, qu'est-ce que je racontais déjà, je sais plus. Donc tu me disais que t'avais mis ensemble la mamie et oui, que ça c'est... Oui, non, je sais plus ce que je disais, sérieusement. Je te demandais si c'était ancré profond, cette partie autour de l'identité, la famille et tous ces éléments à explorer avec la quête de sens. Et que oui, je m'inspirais aussi de ce que je voyais autour de moi. C'est ça, merci. Des fois, je pars un peu... voilà, comme dans mes romans. On recollera les morceaux au montage. Ah non, il n'y a pas de montage. Pas de souci, c'est authentique, ça fait aussi partie de moi. Voilà, il y a aussi une recherche d'authenticité et de choses que j'ai à dire à travers effectivement cette recherche identitaire. Je ne sais pas si au début de l'interview, tu te rappelles, je te parlais de ce milieu social dans lequel j'ai grandi, où on m'encourageait pas à parler, où les émotions c'est caca et... Je ne suis pas revenu dessus, je me doutais que ça reviendrait si tu commençais par là. C'est ça, et bah évidemment il y a la famille dedans, il y a un certain vécu de cette famille. D'ailleurs dans mon prochain roman, celui que je suis en train d'écrire, je vais aller en plein dedans parce que j'en ai besoin, parce que il y a aussi une attente des lecteurs sur ces sujets-là. Enfin voilà, on parlera de ce roman peut-être après, mais il y a parce que j'ai quelque chose à raconter là-dessus, sur cette recherche identitaire. Je me suis cherchée énormément. Qui étais-je, moi, qu'on n'encourageait pas à parler, qu'on n'encourageait pas à exprimer sa créativité, qui est quelque chose de quand même très important pour moi. J'en ai pas trop parlé dans mon parcours, mais j'ai changé de psychologue à développeuse web. Pourquoi ? Parce que j'étais en train de crever dans un métier où on m'autorisait pas à être créative. Et voilà. La créativité, c'est un point qui est vital pour l'humain. Tout le monde ne l'exprime pas de la même manière, mais effectivement, on est sur une zone vitale. T'as probablement trouvé ta zone de génie avec l'écriture et tant mieux. Peut-être que avec le développement web, tu écris aussi, parce que ça revient à écrire des choses qui ont des actions concrètes, etc. Enfin, si tu développes en codant et pas en no-code, ça, j'en sais rien. Voilà, mais il y a aussi une expérience de comment mettre en page, comment ajouter ma petite touche au site, oui, par l'écriture, mais aussi par notion de design. Enfin, on va pas rentrer là-dedans, mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien à travers l'écriture et mon métier d'aujourd'hui, alors que c'est quelque chose qu'on ne m'avait pas encouragé du tout. Et là, ça sort de moi et rien que moi, alors qu'avant, dans mes romans, les personnages, ils ont un peu tous ce même parcours de vie. On les a frustrés, on leur a mis des chaînes et paf, d'un seul coup, il va y avoir un truc sur lequel, au bout d'un moment, ça va plus marcher, quoi. Un cri du cœur qui a besoin de sortir et paf, là, toute l'histoire, elle va s'enchaîner. Et je l'ai fait 2, 3, 4 fois dans ma vie jusqu'à en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et peut-être que ça m'arrivera encore demain. Et c'est comme ça que j'évolue. Hein. Ça fait partie des mécaniques d'évolution. Effectivement, dans cette quête de sens que beaucoup ont rencontré après Covid, avec mais je peux bosser depuis la maison finalement, et mais j'ai pas besoin de bosser autant parce que l'entreprise marche très bien même sans moi, et il y a eu d'énormes changements après ça. Et je pense que, alors je sais pas, toi t'as écrit avant et t'as publié un peu avant, mais t'es quand même tombé dans la période où les gens avaient du temps pour lire quand t'as été édité. Et c'était plutôt pas mal en fait. Je pense que la mécanique, après je sais pas si t'as eu des gens autour de toi qui ont souffert de Covid, mais en tout cas on en a plus ou moins tous. Mais là avec l'écriture de romans, t'avais du temps pour écrire aussi. Alors oui et non, c'est un peu mal tombé avec cette période qui a été particulière pour tout le monde et qu'on a tous vécu un peu différemment.
C'est vrai que moi j'ai publié avant et après, et pendant cette période, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais en train de crever dans mon emploi à l'hôpital et où rien n'allait, où j'ai eu des problèmes de santé aussi à ce moment-là qui ont fait que j'ai dû m'arrêter, clairement. Et quand tu es tout seul dans ton lit, que tu peux pas bouger pendant des mois et des mois, ça cogite. Et là, on se rend compte que tout ce qu'il y avait avant, qu'on avait construit, enfin que je croyais avoir construit par moi-même, mais en fait pas du tout, hein. Ça n'avait pas le sens que je voulais. Et comment trouver du sens dans son quotidien, comment? Par l'écriture, par la créativité, par le besoin de transmettre aussi ce que j'avais vécu et toutes ces choses-là. Écoute, du coup, je vais avancer parce que tu as répondu à plein de questions que j'aurais pu poser dans le thème là. Et du coup, puisque tu parles de ça, est-ce que tu as une routine ou des rituels particuliers lorsque tu commences l'écriture d'un nouveau livre? Alors, pas du tout. Pas du tout, je suis... Cool. Alors, moi, cool, des trucs auxquels voilà. je m'attends pas. Je suis quelqu'un de très routinier, de très procédurier au quotidien dans mon travail, mais dans l'écriture, ça me bloque totalement. D'avoir une routine, ça me fait produire des textes que je retravaille ou que je supprime après. Donc ça ne sert à rien. Pour moi, en tout cas. Après, il y a le cadre, effectivement, où je dois être dans un lieu calme. J'aime pas trop qu'on m'interrompe, sinon, ça n'a plus de... Je perds le fil et je fais autre chose, et voilà. Et là, ça me semble normal aussi d'être dans le silence, alors que je sais qu'il y en a qui aiment bien travailler en musique. Mais sinon, non. Pas de routine pour moi, pas de... je dois absolument avoir mon stylo préféré, mon petit café et, je sais pas, écrire de 7h42 à 8h43. Non, pour moi ça marche pas parce que ça me bloque mon inspiration et je fais confiance à mon inspiration. C'est quelque chose que j'ai appris. Au début, c'est vrai que je lui faisais un petit peu trop confiance à mon inspiration. Le premier jet d'Inoubliable Symphonie, c'était allez, j'allume mon ordi, j'écris, et ça partait dans tous les sens, ça ressemblait à rien. Bon, j'ai retravaillé le texte, hein. Je me doute bien, une maison d'édition ne l'aurait pas pris s'il n'avait pas été travaillé. Ça, et plus d'une fois. Mais voilà, j'ai appris à me faire confiance, mais aussi à comprendre comment je travaillais pour accéder au plus proche de mes émotions. Alors, ça me pose une autre question, parce que tu as commencé par parler d'un stylo, puis d'un ordinateur. Écris-tu à la main ou écris-tu à l'ordinateur? Ou les deux? Alors, j'ai un magnifique cahier. Alors, je sais pas s'il y aura la vidéo, hein, mais le magnifique cahier, il est là. J'en ai un pour chaque roman où je note toutes mes idées dedans à la main. Voilà, toutes les idées en vrac et après j'organise. Après, voilà. Il y a un temps qui est plus ou moins long. Là, pour le dernier roman, ça fait 3 ans que j'ai pas écrit des choses concrètes. Mais pendant 3 ans, j'ai consigné des trucs dans ce gros cahier que je vais organiser après. Donc oui. Ça ressemble quand même bien à une routine créative, ça ressemble quand même à ça. Alors, oui, il y a routine et routine. Il y a routine, je note pour ne pas oublier parce que je n'ai aucune mémoire. Alors, on va plutôt appeler ça un rituel. C'est pas une routine, c'est un rituel d'écriture. D'accord. Quand tu as commencé ton bouquin, est-ce que tu t'astreins à une productivité ou est-ce que ça vient comme ça vient? Est-ce que tu te dis chaque jour 10 pages ou chaque jour 5 pages ou au moins une page tous les jours ou alors j'écris pas aujourd'hui parce que j'ai autre chose à foutre et puis... Alors je suis plutôt j'écris pas aujourd'hui, c'est pas grave. Je vois des auteurs énormément autour de moi qui se mettent une pression de dingue pour dire ouais j'écris tous les jours, j'ai fait tant de mots par jour. Enfin c'est sympa hein, mais... Et il y en a qui comptent, qui comptent au mot. Mais moi j'ai remarqué que c'est quelque chose, si je me mets des obligations, la qualité elle sera pas la même parce que je serai pas dans le bon mood forcément lundi matin. Si par exemple je me dis j'écris 10 pages, allez lundi matin, lundi matin j'écris 10 pages quelles qu'elles soient, et ces 10 pages elles sont pourries
Donc ça sera à la fois de la perte de temps et ça sera encore plus frustrant. En fait. J'écris quand j'ai accès à la bonne émotion que je veux transmettre. Il y a des fois où, écrire, c'est pas que j'ai besoin là sur le moment. Peut-être que j'ai plutôt besoin d'aller courir dans la forêt à côté de chez moi parce que voilà, ou de coder un site pour un client, ou que j'ai pas la tête à ça, mais voilà, l'écriture, elle vient à un moment précis, à une émotion précise. Et c'est pas grave si j'écris pas pendant 3 ans, si j'écris pas tous les jours, et c'est pas grave. Ok, pas pour moi. Très bien. Oui, c'est ce qui m'a. De toute façon, c'est toi que j'interviewe. Ouais, J'ai pas besoin de savoir pour les autres pour l'instant. J'aime pas moi ces phrases de il faut, ça fait un peu trop directif. Mais oui, je parle pour moi, mais pas. Voilà, je critiquais les gens qui comptaient leurs mots, mais je les aime bien. Chacun sa méthode. Donc, je pense que je connais la réponse, mais est-ce que tu travailles sur plusieurs projets en même temps? Ou jamais qu'un seul à la fois, parce que de toute façon, t'as pas le temps d'en faire plus. Je me suis jamais... Ouais, j'ai jamais eu 2 projets qui émergeaient en même temps. Je pense que j'ai besoin d'en finir un pour avoir la tête libre et passer à autre chose. Par contre, une fois que un est commencé, tu t'arrêtes pas, on est d'accord. Enfin, tu peux avoir des pauses, j'imagine. Mais celui que je suis en train d'écrire, il mouline dans ma tête pendant 3 ans, quoi. Enfin, ça fait 3 ans qu'il mouline. J'entends bien ce genre de choses. Et il arrivera à la phase d'écriture vraiment où je vais me plonger dedans parce que ça sera le moment. Voilà. Mais pas de pression. Alors, sur ceux pour lesquels tu as déjà travaillé, comment est-ce que tu as géré les syndromes de page blanche ou les problèmes de doute créatif? J'ai pas eu à gérer ça parce que pour moi c'est normal. Ouais, j'essaye Ouais, pour moi c'est tellement normal de pas avoir de l'inspiration tout le temps. Que oui, ça génère de la page blanche, mais c'est pas grave en soi. La page blanche, elle te dit quoi sur toi? Que c'est pas le moment d'écrire, point. Bah, on va pas en faire 10 ans de psychanalyse. Enfin, t'écriras demain, t'écriras dans 10 ans, ou pas du tout, et bah c'est pas grave, quoi. C'est pas pour tout le monde le cas, crois-moi. Il y a des gens qui ont besoin de produire, et pour qui, si c'est pas écrit aujourd'hui, et c'est peut-être une perte sèche en argent. Donc, quand tu as reçu une avance d'un éditeur ou un truc comme ça... Comment? Je fais pas ça pour l'argent. Oui, alors je l'entends bien, mais comprends que dans ton cas, c'est justement, comme c'est pas forcément une notion financière qui te pousse, oui, pour toi, la page blanche, au final, c'est pas si grave. Il y a des gens pour qui une page blanche peut être dramatique. Posez-vous la question de ce que ça vient dire sur vous, ce vide face à vous. Bref, on va pas rentrer dans mes 10 ans de psychanalyse, mais c'est pas grave, quoi. Non, mais c'est une bonne manière d'analyser le problème, effectivement. Si le syndrome de la page blanche, soit il arrive parce que, comme tu dis, c'est pas le bon moment, mais que de toute façon, il faut faire quelque chose, parce que demain, si c'est pas fait, il n'y a pas de sous. Ça pose quand même un sérieux problème. Je peux le transposer à mon activité de créatrice de site web. Ouais, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas d'inspiration, mais il y a le client qui paye demain. Donc, il faut peut-être faire quelque chose quand même. Mais voilà, là, c'est le processus, pour moi, il n'est pas le même. L'enjeu, surtout, il n'est pas le même. Il y a un côté, il y a une pression de l'autre, un peu moins. C'est celle que tu te mettras toi-même à terminer, en fait. Alors j'avais une question sur la musique, mais tu y as déjà répondu, parce que à quel point la musique t'inspire dans ton processus créatif. On a bien compris qu'elle est au cœur de tout ce que tu fais, mais tu écris sans musique. Je suis un être paradoxal, là, je sais. Pas tant que ça, j'arrive pas non plus. Moi je me perds dans la musique, et donc je ne peux pas travailler en musique, parce que je ne travaille pas, en fait, je ne fais qu'écouter. Exactement, pour moi c'est une tâche à part entière, j'écoute de la musique ou je fais autre chose. Ou alors il y a des musiques exprès, genre les musiques de ménage, ou les musiques de voiture, où tu peux faire des choses en même temps, mais c'est pas la même dynamique, quoi. Oui, je suis d'accord. On va avancer un petit peu, et je voulais savoir, puisqu'on a étudié un peu tout ça, et on a balayé pas mal de sujets qui m'intéressent beaucoup, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait commencer l'écriture d'un livre? Ou d'une nouvelle, ou... Lance-toi, mec. ou meuf, hein, je sais pas. Ça, c'est pas un conseil, c'est un coup de pied au cul, ça.
Mais moi, c'est ce qui m'a le plus aidé, le coup de pied au cul de Jean-Louis Aubert, même si c'est moi qui l'ai interprété comme ça, comme un coup de pied au cul. C'était pas son but premier, quoique. Mais voilà, on a la chance d'être dans une époque où on a de l'auto-édition, où on a énormément de gens qui peuvent nous aider dans ce milieu-là, où on a toute une communauté d'auteurs, mais aussi de lecteurs. Faut pas oublier, il y a des plateformes aujourd'hui comme Wattpad, sur laquelle j'ai commencé, et j'ai aucune honte à le dire, comparé à certains, qui sont des plateformes d'entraide, ne serait-ce que pour tester. Moi, mon premier roman, il a été testé comme ça, je le dis clairement. Moi, c'était ok, ça plaît, en quoi ça plaît, je posais des questions, j'avais des commentaires, des retours, des corrections, des machins, et c'est aussi comme ça que j'ai appris à avoir le retour des lecteurs. Et écouter la oui, critique aussi, parce que c'est pas c'est ça. forcément toujours ce qu'on Oui. attend. C'est ah oui, dis donc, il est creux ton personnage est ultra cliché alors que t'as essayé de faire un truc léché propre. Voilà. Oui, il y a aussi dans les conseils, après chacun fait ce qu'il veut, mais oui, pas avoir peur de cette critique. Du moment où on partage ses écrits, évidemment qu'il y aura toujours un Gugus pour te dire que c'est nul. ou plein de gens pour te Oui. dire que c'est trop bien. Voilà. Et des gens qui... Mais parmi eux, en fait, il faut surtout pas oublier quand t'as un mec qui te dit ce que tu fais c'est nul, que t'en as 15 qui t'ont dit ouais c'est bien ou ouais pas mal, Le continue. cerveau humain, il retient quoi? Il retient plus facilement les choses négatives et c'est normal. Mais voilà, pour revenir à mes propos, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une multitude d'outils, de gens. On est dans une époque où il y a de l'échange, donc pourquoi pas? Au pire, ça marche. Moi, beaucoup de choses dans ma vie, c'est basé sur la citation, la maxime, je sais pas quoi. Un jour, non, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ben voilà, voilà. Et ben je l'ai fait et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc allez-y, au pire ça marche. Non, mais en plus, c'est exactement comme ça que je vois les choses autour de ça. Vas-y, parce que qu'est-ce qui peut t'arriver de pire que ça marche tu vas avoir trois gugus qui vont te dire ouais, bof, bah tu travailles. Puis c'est un vrai job en plus, donc vas-y. Hein. Après, faut pas avoir peur du vide non plus, parce que malheureusement, on est dans un monde où on est beaucoup d'auteurs, où on a tous envie de se faire connaître. Et peut-être que t'auras même pas un Gugus qui te dit que c'est nul, t'auras même pas deux personnes qui te disent que t'es bien, t'auras peut-être personne. Voilà, mais au moins, tu l'auras fait. Et je pense que c'est cette démarche, ce premier pas, qui peut aider beaucoup de gens, et à la fois pour eux-mêmes et aussi pour les autres. Parce que oui, au pire ça marche, et au pire ton texte il va aider les autres parce qu'ils vont se reconnaître dans ton texte et ça va faire un écho en eux. Alors justement, ça fait partie d'une question que je voulais te poser, ça me permet de rebondir dessus. Comment est-ce que tu vois ton rôle en tant qu'écrivain ? Alors je veux laisser ma place. Est-ce que tu t'en donnes un ? Est-ce que tu t'en donnes un ? Non. Non, c'est un peu trop présomptueux, quoi. Je suis pas quelqu'un comme ça, moi. mais d'un côté, j'ai des choses à dire et j'aimerais être entendue, quoi. Oui, c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'il y a visiblement ce besoin de t'exprimer qui est présent dans quasiment dans chaque section qu'on a fait depuis le début de cette interview, où t'as vraiment besoin de dire les choses, mais quel rôle tu veux te donner à travers ça ? Parce que après tout, il y en a nécessairement un. Si t'es là à dire hey, j'ai des trucs à dire, c'est intéressant, écoutez-moi, c'est qu'au fond tu penses qu'à minima ça va aider. Exactement. Même si c'est moins flagrant dans mon job d'aujourd'hui que par rapport à quand j'étais psychologue, c'est vrai que c'est ce besoin d'aider les autres, ou d'au moins d'aller à la rencontre de l'autre pour trouver l'écho en lui ou pas. Ouais, c'est dans chacun de mes romans. Aider par, ne serait-ce que parler de soins palliatifs, de comment ça se passe dans mon dernier roman. Pourquoi j'en ai parlé ? Parce que j'ai remarqué qu'il y a plein de gens qui ne savent pas au fond ce que c'est réellement. On a encore une fois des clichés, des préjugés sur tous les sujets en fait que j'aborde. Et c'est d'aller déconstruire et montrer une autre facette, une autre réalité.
certes la mienne, celle que j'ai vécue, mais au moins... C'est avec ton Voilà. prisme, oui, mais ça reste un prisme important parce que tu l'as C'est vécu. ça. Après, quelle est l'importance qu'on donne au vécu de chacun? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, pour moi, l'essentiel, c'est d'en parler. Je parle de la dépression dans Les dangers de la lumière. D'en parler à travers un personnage, à travers ce que j'ai vécu aussi. Mais c'est un sujet, encore une fois, où il y a beaucoup de préjugés. Ouais, je pense que c'est ça, en fait, ma patte, d'aller prendre des sujets où il y avait le plus de préjugés ou d'idées reçues ou qu'on connaît pas trop et de leur dire non, les gars, c'est pas ça, regardez. Ou alors on peut le voir Voilà. autrement. Est-ce qu'il y a un roman ou un personnage qui te tient particulièrement à cœur dans ce que tu as fait? Parce que 4 bouquins, 4 duos, lequel te tient le plus à cœur et pourquoi? 4 bouquins, 4 duos, mais un personnage qui revient quand même dans les 4. C'est Gabriel Henley, mon petit chanteur, enfin mon grand chanteur des Dangers de la Lumière, qui était le personnage phare des Dangers de la Lumière, celui qui est en danger, mais qui est aussi celui sous la lumière, voilà, du titre. Et je pense que je l'aimais tellement et que j'avais tellement de choses à dire à travers ce chanteur qui se retrouve dans chacun des autres romans. Dans Inoubliable Symphonie, il fait une petite incursion qui va changer le cours des choses. Dans Les Vents de l'existence, ouais, il fait partie de la famille d'un des personnages. Et dans La Fleur de l'âge, on parle de lui en tant que chanteur et en tant qu'influence musicale. Donc il est toujours là et c'est pas pour rien. Et je pense ouais, quand même, au bout de 4 romans, j'ai fait le tour. Dans l'autre, dans le prochain, Il sera en voilà, caméo. c'est ça. J'ai fait le tour. Il passe à l'écran en fond, en Voilà, arrière-plan. j'ai fait le tour de moi-même, le tour de lui-même, et on va passer à autre chose. Mais c'est un personnage qui me tient à cœur. Ouais, qui est peut-être le plus abouti aussi, c'est pas un hasard. Si tu peux le recycler dans 3 Voilà. autres romans, c'est que quelque part il doit être pas mal abouti. C'est ça. On arrive à peu près au bout des questions que je voulais te poser. Mais maintenant, une dernière chose. Comment est-ce que tu penses que ton écriture a évolué depuis ton premier à ton dernier roman? Heureusement, elle a bien évolué. Déjà, parce que ouais, comme je t'ai dit au début, c'était un peu, je lâche les mots sur mon clavier, et puis je vois ce que ça donne. Et puis j'ai compris en fait que c'était pas comme ça que ça marchait, pour que ça marche bien en fait. Oui, je peux faire ça. Mais ça va pas avoir le même impact, ça va pas avoir la même qualité. Donc oui, j'ai commencé par apprendre grâce à Wattpad, les règles d'écriture, pas seulement l'orthographe et la conjugaison, mais la manière de présenter un texte, les fameux tirets quadratins, j'en avais jamais entendu parler de ma vie, quoi. Et c'est pas en cours de français qu'on... Tu peux expliquer ce que c'est pour les auditeurs qui connaissent pas ce que c'est qu'un tiret quadratin? Alors, ouais. Les tirets qu'on met dans les dialogues. Alors, c'est pas le simple tiret du 6, c'est pas le trait du bas du 8 du clavier d'ordinateur, non, c'est un tiret spécial qui n'a pas de touche et qu'il faut aller chercher et qui est un petit peu plus long graphiquement sur l'écran. Voilà. J'ai aussi appris qu'il fallait aligner son texte, faire des coupures de texte dans un sens, dans l'autre, couper ses chapitres, pas faire des chapitres trop longs. Voilà, c'est tout un travail qui s'apprend et sur lequel j'ai évolué parce que je partais de rien. C'est à part l'orthographe, la conjugaison qu'on nous apprend au collège, au lycée, comme tout le monde, quoi, j'ai envie de dire. Mais Et qui s'oublie au fur et à mesure. Oui. On se rend compte que, ah oui, c'est vrai, ça s'écrit comme ça. C'est ça. Et j'ai aussi appris à m'entourer des bonnes personnes. J'ai soumis mon premier roman où j'avais que mes yeux pour pleurer et ma tête pour corriger. Où il y a eu tout un travail après avec la maison d'édition. Mais depuis, j'ai rencontré mes correcteurs, j'ai rencontré mon équipe de bêta-lecteurs qui me suivent maintenant pour tous les romans. Et ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend et qui m'aide beaucoup dans l'écriture pour avoir non pas de la quantité, mais de la qualité dans ce que j'écris. Voilà, oui, certes, on auto-édite un bouquin, mais on est, si possible, pas tout seul.
avec ce bouquin. C'est comme un gros bébé, mais il n'y a pas que toi qui lui donne naissance. Voilà, il y a ma graphiste qui va travailler sur le prochain roman. Oui, j'ai aussi appris à faire les couvertures de mes romans, hein. Les deux auto-édités, c'est moi qui les fais. Et alors que j'avais aucune notion de comment ça se faisait. C'est aussi ça qui me plaît dans l'auto-édition et qui offre beaucoup de possibilités à des gens qui, comme moi, aiment bien tout contrôler et être créatifs dans tout un processus pour... Ouais, tu parlais de bébé, c'est une naissance, hein, j'ai pas d'enfant, mais voilà, j'ai pas d'enfant, mais j'ai 4 romans. Oui, c'est vrai. Alors ça m'a fait remonter une autre question. Tu viens de dire que tu contrôlais tout, y compris la couverture, etc. Ton prochain roman, tu voudrais qu'il soit auto-édité ou qu'il passe en maison d'édition ? Je voulais pas me poser cette question parce que non, on va la couper. Non, j'y réponds parce que ça peut être intéressant aussi. Pour moi, c'est l'auto-édition qui s'est imposée directement. En fait, la question, elle s'est même pas posée. Vu les sujets abordés, et puis même, c'est un truc qui me plaît tellement d'auto-éditer un bouquin de A à Z que j'ai même pas envie de le soumettre à quelqu'un d'autre. D'accord, ça s'entend très bien. Pas de problème. Écoute, je pense que j'ai posé à peu près toutes les questions que j'avais envie de te poser, donc je vais te remercier Wendy. C'était un très bon moment. J'ai beaucoup ri, mais surtout j'ai appris plein de choses. J'espère que nos auditeurs aussi. Donc je vais te souhaiter une bonne fin de journée et on se retrouve bientôt. Merci à toi pour toutes ces questions super intéressantes et de m'avoir donné donc la possibilité de parler de mes livres, mais aussi de moi-même et de la créativité surtout. Voilà, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup pour le temps que vous venez de consacrer à cet épisode. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le réaliser. Et si vous voulez continuer l'aventure avec nous, vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, j'avais oublié de vous le dire en intro. Très bonne journée, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.